Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Si je vous dis Fukushima, Zaporizhzhia ou Tchernobyl, forcément vous allez penser au nucléaire. Aujourd'hui, je suis avec Julien qui travaille dans une centrale nucléaire en France depuis plus de 15 ans. Quelle belle remise de diplôme! Tu l'as dit. Maintenant, faut penser à notre carrière et c'est trouver un job, un bon job. Et si on vendait des marrons chauds? Tout le monde adore les marrons chauds. Et si on mendiait? Je connais un endroit où on nous coupera les jambes. Calmos, les gars. Je sais comment avoir un brillant avenir tout en conservant nos jambes. Là, tu rêves, mon vieux. Hein? Tu crois? Mais bien sûr! L'énergie nucléaire! C'est les emplois de demain. Aujourd'hui. Vraiment? Eh bien, c'est réglé. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous aurons un emploi électrisant dans... Texte. Non, dans l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. Julien, merci beaucoup d'être présent. Déjà, comment on se dit qu'on va travailler dans le nucléaire? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour te dire je vais travailler dans un endroit qui fait peur à plein de gens? Eh ben, c'était pas prévu au début. C'est un peu par hasard que je suis tombé dans le nucléaire. C'était après le bac. Je voulais faire un BTS en alternance, un BTS CIRA, qui s'appelle Contrôle industriel et régulation automatique. Et du coup, je cherchais une entreprise. Donc, j'ai cherché pendant un petit temps en envoyant des CV. J'ai pas forcément trouvé tout de suite. Et c'est par le biais de mon école que j'ai eu le contact de la centrale nucléaire. C'était de Saint-Laurent-des-Eaux à l'époque. Et du coup, j'ai envoyé mes CV et du coup, j'ai été rapidement reçu en entretien et puis pris en tant qu'agent de terrain en alternance. Donc, ton premier pas dans le monde du travail a été dans une centrale nucléaire et tu travailles encore dans une centrale nucléaire. Exactement. Tu disais ton premier poste, le terme exact c'est? C'est agent de terrain. Agent de terrain. Technicien d'exploitation. Et aujourd'hui tu es? Opérateur. Donc j'imagine qu'il y a tout un tas de postes divers et variés de toute façon dans une centrale. J'imagine que c'est énorme. Il y a 1 milliard de questions à poser forcément dans le nucléaire. Il faut savoir qu'on a un timing serré. Peut-être qu'il y aura une deuxième partie, on verra. Parce que je pense qu'il y a tellement de questions à poser sur le nucléaire. Déjà pour commencer... quand on parle du nucléaire, déjà, pour la plupart des gens, dans l'esprit des gens, on va penser à quelque chose déjà de dangereux. Forcément, parce que, comme je l'ai annoncé en intro, Tchernobyl, Fukushima, Zaporizhzhia, on pense aux dangers, aux radiations, etc. Est-ce que c'est dangereux de travailler dans une centrale nucléaire ? C'est pas plus dangereux que de travailler dans n'importe quelle industrie, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour la protection du personnel. Donc effectivement, il y a des endroits où on va dans des zones dites radioactives. Mais après, on n'y va pas en short t-shirt comme ça, quoi. On y va dans une certaine tenue et puis avec du bon matériel pour contrôler là où on va et contrôler la dose qu'on prend. Donc c'est beaucoup entouré là-dessus dans les zones, on va dire, nucléaires, mais qui reste un petit endroit par rapport à toute la zone de la centrale, en fait. Et après, il y a tous les aspects sécurité qui sont mis en place pour la protection du personnel. D'accord. Ça veut dire que, en soi, dans une centrale nucléaire, t'es pas plus irradié t'es plus irradié à certains endroits que d'autres, mais des endroits où il y a strictement rien en termes de radiation. Non, oui, il y a des endroits où il n'y a rien. En gros, il n'y a pas de sujet, quoi. Non. Comment ça se passe déjà alors, tu as fait ton BTS en alternance. Ton premier poste, il consistait en quoi? Mon premier poste d'agent de terrain, c'était de la surveillance des installations. En fait, chaque agent de terrain avait une zone de répartie, donc la salle des machines ou l'extérieur. Et en fait, on devait surveiller ces endroits-là pour voir s'il n'y avait pas de dégradation du matériel. Et aussi, ça consistait aussi de temps en temps à tester du matériel, à démarrer des pompes pour voir si elles fonctionnaient bien, s'il n'y avait pas de problème dessus. Parce que c'est des pompes qui ne fonctionnent pas forcément tout le temps, mais quand on a besoin qu'elles fonctionnent, il faut être sûr qu'elles fonctionnent bien du premier coup. Oui. Alors déjà, il y a plein de gens, j'imagine, qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne, une centrale nucléaire. Est-ce que
tu es capable de vulgariser brièvement ce qui se passe dans une centrale. Parce que si tu me demandes, pour moi, en gros, c'est une cocotte minute. Je peux essayer. Après, c'est de la réaction en chaîne, en fait. C'est d'où le terme nucléaire. Hein. C'est de l'uranium qui va se fissurer parce qu'il y a un atome qui lui tombe dessus. C'est la fission nucléaire. Et en fait, tout ça, ça va créer une certaine énergie. Et ça, c'est contenu dans ce qu'on appelle le circuit primaire. Et du coup, dedans, il y a de l'eau. L'eau va récupérer cette énergie due à la fission, va la transmettre à un autre circuit via ce qu'on appelle un générateur de vapeur. Donc ces circuits-là ne sont pas en contact direct. Et le deuxième circuit, l'eau va se transformer en vapeur, et la vapeur va tout simplement faire tourner une turbine, ce qui va créer de l'électricité. Donc on crée de la chaleur pour faire tourner une turbine, quoi. On Exactement. crée de manière très très simple, quoi. Exactement. Du coup, toi, ton premier boulot, c'était de contrôler, parce qu'en gros, comment faire simple, on va dire que c'est une sorte de grande piscine, une sorte de grande tuyauterie, je ne sais pas comment l'expliquer, où les parties radioactives, en gros, sont trempées dedans, je ne sais pas comment l'imager, mais c'est à peu près ça. À peu près, ouais. À peu près, ouais, une sorte de circuit. Et toi, en fait, tu contrôles tout ce qu'il y a autour, en fait, de cette partie qui est en fusion, entre guillemets. Ce circuit-là, il est contenu dans ce qu'on appelle le bâtiment réacteur. Et ce bâtiment réacteur, on n'y a pas accès quand il y a la fission nucléaire à ce moment-là. Par contre, du coup, la salle des machines où du coup il y a la vapeur carrée qui va faire tourner la turbine, c'est plutôt dans ces endroits-là qu'on va surveiller, qu'on va venir surveiller nos installations. Et même quand ça marche. Ouais, même quand ça marche, ouais. Donc là, j'imagine, tenue spécifique, etc. Là, s'il y a de l'exposition, comment ça se présente ? En salle des machines, c'est hors zone radioactive, c'est hors zone nucléaire. Donc du coup, tu y vas en bleu avec les protections individuelles, le casque, les lunettes, les bouchons d'oreilles, parce que ça fait du bruit, forcément. Et après, il y a des endroits, qu'on appelle par exemple le bâtiment auxiliaire nucléaire, et cet endroit-là, il est soumis à de la radioactivité. Donc dans ces endroits-là, oui, on y va, mais pas en bleu de travail. On y va, on a un vestiaire où on se change et on se met une tenue en blanc, on appelle ça, c'est une tenue blanche. Et du coup, on peut accéder dans les locaux nucléaires. Et ça dure qu'un certain temps, j'imagine. Il y a une durée peut-être précise aussi ? Il n'y a pas forcément de durée. Nous, au service conduite, on y va. Quand on y va, généralement, c'est pour un quart. Donc c'est pour 8 heures. Mais il y a des services qui vont pour 2-3 heures, l'histoire de faire leur maintenance. Et puis après, ils ressortent. Et t'es suivi par rapport à ça ? L'exposition aux radiations, j'imagine, la médecine du travail, ça doit être un peu particulier quand on travaille. Oui, on est suivi par la médecine du travail. On a un rendez-vous tous les ans pour faire le bilan, etc. Ouais, mais tous les ans, en fait. Pas plus qu'ailleurs. Enfin, il y a d'autres industries où je sais que c'est tous les ans aussi, donc... c'est pas beaucoup plus qu'ailleurs, quoi. C'est non, pas beaucoup plus qu'ailleurs. Ouais. Parce que ce que je disais, vraiment, quand on pense nucléaire, on pense tout de suite danger. Toi, de ton point de vue, ça te semble pas plus dangereux qu'ailleurs, quoi. Non, en même temps, j'y suis depuis tellement longtemps que voilà, je vais pas banaliser le danger, mais je vois ce qui se fait et voilà, c'est pas plus dangereux que d'autres industries. Est-ce que, déjà, dans le cheminement, c'est compliqué de rejoindre ton lieu de travail ? Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une centrale nucléaire. Quand on passe au loin, on voit que c'est déjà hyper imposant. Comment ça se passe déjà ? C'est sûr qu'on rentre pas dans une centrale nucléaire comme ça. On rentre et déjà on a un badge et du coup on doit badger. Quand on rentre, c'est comme à l'aéroport, hein, on badge, on passe sous un portique et nos affaires sont passées au rayon X. Et après on a pas mal de portiques pour aller dans différentes zones et notamment en salle de commande où je dois passer 3 ou 4 portiques avant de pouvoir accéder en salle de commande. Ouais, c'est hyper... c'est sécurisé. Hyper sécurisé. Tu me disais tout à l'heure, il y a même des gendarmes sur site. Oui. C'est des sites ultra sensibles, donc voilà, c'est forcément... Je me demandais même des fois, peut-être, il y a des gens qui vivent sur place ou pas ? Non, il n'y a personne qui vit sur place. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de choses faites en cas d'urgence ou de choses comme ça ? En cas de grosse urgence, il peut y avoir des choses déployées, mais ça, c'est si jamais le site est inaccessible parce qu'il y a des inondations, etc. Il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais on espère que ça n'arrivera jamais, quoi. Oui. Mais c'est prévu ? C'est prévu. Là, il y a des gens sur place tout le temps, qui sont les services continus, comme le service conduite où je suis, et les services de protection de site. Ceux qui donnent l'accès à l'entrée, ils sont aussi, font la surveillance du site, et du coup, eux aussi, ils sont en 3-8 et tout
tout le temps présent. Du coup, tu disais ton premier poste, en gros, de la maintenance, en fait, de plusieurs... C'est pas de la maintenance parce qu'on n'est pas spécialiste dans les domaines de l'électricité ou de l'automatisme, mais on va plus faire fonctionner la centrale et essayer de détecter si y a un problème. Et s'il y a un problème, on appellera la maintenance pour qu'ils viennent réparer. Donc c'est du contrôle. Ouais, c'est du contrôle. Et donc ça se présente comment? Parce que quand les gens pensent centrale nucléaire, les gens ils voient l'espèce de gros tube avec la fumée qui part, enfin avec la vapeur d'eau qui part dans l'atmosphère. En soi, c'est quoi? C'est comment déjà physiquement? Et toi, tu passes tes portiques au fur et à mesure. Tu arrives dans une salle des commandes, donc j'imagine que c'est la salle un petit peu un peu vaisseau spatial avec des boutons partout, non? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre. Ouais, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de fenêtre. Ouais, un peu glauque. Bon, ça va, on s'habitue. Et donc là, en fait, toi, dans ton métier, c'est là où j'imagine que tu as quoi? Tu as une to-do list, un planning, Ouais, c'est ça. On arrive et on prend la relève des autres équipes qui rentrent chez eux. Donc on prend la relève, savoir ce qui s'est passé la journée d'avant, le quart d'avant. Et puis ensuite, on fait un briefing, on se rassemble avec toute l'équipe pour du coup débriefer, on va dire, de ce qui s'est passé avant et de se briefer sur ce qu'on va devoir faire. Et du coup, tout est géré par des plannings. Donc on arrive et on doit faire ce qui est marqué sur notre planning dans le quart, quoi. C'est un métier, j'imagine que c'est presque une horloge suisse, tu vois. Enfin, j'imagine que tout est calibré, il n'y a pas de place pour l'imprévu, j'imagine. Ouais, un peu ça. Mais il y a de l'imprévu quand même. Ouais, ce que on tu ne me peut disais. pas toujours tout maîtriser. Du genre, ça se présente comment? Alors, dans l'idée qu'on pourrait se faire, que chacun pourrait se faire, ça va être quoi? Ça va être une fissure à un endroit? Ça va être... Non, c'est plus des petites pannes. Généralement, c'est des pannes de capteurs. D'accord. Donc un capteur qui doit regarder s'il y a un niveau d'eau, d'un coup, il voit rien du tout. Et en fait, on a plusieurs capteurs, on va dire, on en a 3. Et s'il y en a qu'un seul qui dit qu'il voit rien du tout, on sait que c'est le capteur qui est incriminé et pas qu'il y a un manque d'eau dans un certain endroit, quoi. Ouais, c'est vraiment du contrôle sur du contrôle sur du contrôle, quoi. En gros, Exactement. hyper sensible. Toi, tu as commencé comme tu me disais le Comme terme agent de terrain. agent de terrain. Maintenant, tu es opérateur. C'est quoi la différence? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu faisais pas avant et inversement? Bah, la différence, c'est qu'on n'est pas au même endroit. Je suis en salle de commande maintenant. Et que pour arriver en salle de commande, j'ai fait aussi 1 an de formation en interne. Donc avec une... Après le BTS, ouais. du coup. Ouais, après le quelques années BTS, après mon passage en agent de terrain. Et du coup, j'ai fait 1 an et demi de formation. Donc dans les 1 an et demi, il y a à peu près 6 mois de théorique et puis 1 an de pratique, on va dire, sur une fausse salle de commande. Ouais. Salle de commande avec un simulateur derrière où on met tous les scénarios possibles et on doit s'entraîner sur ces scénarios-là, quoi. Ah, c'est quand même hyper cadré. Oui. Il y a pas de diplôme après, j'imagine. C'est une qualif interne, peut-être. C'est une qualif interne, ouais. Et il te pousse dans tes retranchements un peu Pas forcément dans les retranchements, dans le stress, etc. Mais on va aller te pousser pour que tu sois bon techniquement et que tu t'essayes de donner le meilleur de toi-même, on va dire. C'est pas une formation qui est facile, donc il faut que tu te donnes un peu pour y accéder et pour la réussir. Ouais. Après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, c'est que on te prépare à des situations peut-être complexes, stressantes, le jour où ça arrive, si ça arrive, n'espère pas, mais potentiellement, on ne sait pas du tout comment les gens vont réagir, quoi. Non, on sait pas. En réalité, c'est pas les commandos, quoi. Tu Non, vois. on sait pas. Après, il y a plusieurs scénarios. Il y a les scénarios très très graves, accidentels, où ceux-là, effectivement, on sait pas qui sera là le jour J, mais on est quand même formé pour les gérer. Et après, il y a des petits scénarios où par exemple, c'est la turbine qui déclenche et du coup on n'envoie plus d'électricité au réseau. Il y a quand même des actions à faire en salle de commande assez rapides et c'est pas quelque chose de stressant, mais il faut pas se louper quand même sur ces transitoires-là. C'est quoi les scénarios, les pires scénarios qui sont envisagés éventuellement, justement? C'est perte de la réfrigération primaire, donc en fait un trou dans le circuit primaire, tout simplement, où il n'y a plus d'eau qui vient refroidir le combustible, les gaines
du combustible. Et Ouais. là, du coup, le combustible, il viendrait à fondre et après, ça fait du dégât. Ouais, c'est du dégât, c'est-à-dire concrètement, ça se présente comment du dégât? C'est une réaction en chaîne, ça pète, Ouais, c'est une réaction en chaîne qui s'arrête plus et du coup, ça ferait fondre les gaines du combustible et ça peut créer une espèce de croûte où on ne peut même plus refroidir. En fait, il y a un amas de radioactivité, de chaud dans une espèce de croûte et on pourrait plus arroser ou refroidir et du coup ça viendrait creuser ce qu'il y a en dessous, quoi. ce qu'il y a en gros. dessous, etc. Voilà. Et c'est interminable. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl, ça, par exemple? Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé à Tchernobyl. Ouais. Donc maintenant il y a des choses qui sont mises en place pour éviter en fait. Si jamais il y a ce scénario-là qui arrive, il y a des piscines qui ont été créées pour essayer de diminuer en fait ce phénomène-là. Et puis même dans les centrales qui actuellement, il y a des choses qui ont été mises en place pour que, on va dire que la croûte ne reste pas en amas, mais qu'elle s'étende sur un gros périmètre et permette de se refroidir plus vite, quoi. Ok. Tu me disais, toi, tu as un planning quand tu arrives. C'est quoi, toi, ta journée type? Ma journée type, alors, Si t'en as une, hein, ou j'ai une pas de semaine type. j'ai pas de journée type. Bah déjà, on est en 3-8, hein, donc du coup, on fait soit les matins, soit les après-midi, soit les nuits. Très fatigant. Ouais, il faut s'habituer aussi. Du coup, quand j'arrive, on fait le briefing et ensuite on se lance sur les activités. Donc on a quand même de la surveillance de la salle de commande, hein. Quand on tourne, on va dire que c'est comme si on était sur l'autoroute avec le régulateur de vitesse. Donc la machine, elle marche toute seule et elle est censée marcher toute seule. Nous, on fait beaucoup de surveillance. À côté de ça, on vient tester des matériels ou des pompes qui sont là en cas d'accident, mais qui ne fonctionnent pas en temps normal. Mais si on a Faut qu'il marche le jour J, quoi. le Ouais. jour J, il faut que ça fonctionne. Donc on vient les tester en amont, etc. On a c'est pareil, on a des diesels, des gros moteurs diesel d'ultime secours qui nous permettraient de nous réalimenter si jamais on perd toute l'électricité extérieure. C'est pareil, de temps en temps, on vient les faire fonctionner, on vérifie s'ils fonctionnent bien, si tous les paramètres sont conformes, etc. Donc ça fait partie de notre quotidien. Ensuite, à niveau de la salle de commande, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de nous. Donc la maintenance, quand ils viennent travailler sur du matériel, ils doivent passer aussi par nous pour qu'on leur mette, on leur donne le matériel, on va dire, on indisponibilise le matériel pour nous et on leur donne pour qu'ils puissent faire leur maintenance. Et après, s'il y a des essais à refaire, ils font leurs essais de l'autre côté. Après, ils nous redonnent le matériel et nous aussi, on refait nos essais pour voir si c'est revenu conforme. Est-ce que, dit comme ça, là, c'est pas rébarbatif? Parce que les centrales nucléaires, elles sont là depuis 1970 à peu près, hein, les années 70-80. 80, ouais. Ouais, les programmes, ils ont démarré en 70 et ouais. Est-ce que c'est pas rébarbatif, du coup? Ouais, il n'y a pas une journée qui se ressemble, hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses. On fait aussi pas mal de suivi de réseau. Donc, quand on tourne à 100%, comme on l'a dit, on est sur régulateur, on ne bouge pas. Mais avec les énergies renouvelables, etc., on a plus tendance à baisser un peu notre puissance et se mettre à disposition du réseau. Et du coup, ça, on en fait beaucoup, beaucoup plus souvent qu'avant. Ouais. Et c'est là notre cœur de métier, en fait. Opérateur, on est en centrale nucléaire, on produit l'électricité et là, on se met à disposition du réseau pour produire l'électricité. Ça nous prend pas mal de temps parce que du coup, on a un réacteur à gérer à côté de ça avec les phénomènes nucléaires et chimiques qui peuvent se passer dans le cœur. Donc ça nous prend un peu de temps, ça aussi. C'est pas hyper compliqué de gérer ça parce que là, on a vu ce qui s'est passé en Espagne là, récemment où il y a eu une sorte de blackout. Après, techniquement, je ne saurais pas trop décrire ce qui s'est passé, mais pour vous, c'est pas trop dur à gérer et à anticiper, parce que des fois, on peut peut-être pas trop anticiper certaines choses. Un grand soleil qui vient d'un coup, tout le photovoltaïque, je sais pas, et vous êtes là, wow, comment on fait, tu vois? Nous, on reçoit un programme. C'est pas nous qui gérons si on doit se mettre à 50% ou rester à 100%. C'est le RTE qui va gérer ça avec... Réseau de transport d'électricité. C'est ça, qui va gérer ça avec une autre branche qui s'appelle le COPEM. Voilà, j'ai pas les termes, mais c'est ceux qui vont déclarer si les centrales elles sont dispo pour faire du suivi de charge et qui vont réguler un peu toutes les centrales comme ça.
en fonction des offres et des demandes. Et du coup, c'est eux qui nous envoient le programme. Et généralement, ils nous l'envoient 24 heures à l'avance. Ça peut changer dans la journée, mais la limite, c'est 20 minutes avant. En D'accord. gros, ils peuvent nous dire 20 minutes avant, vous descendez à 50%. Mais ils peuvent pas nous dire 5 minutes avant, vous descendez à 50%. C'est 20 minutes... Il y a toujours 20 minutes d'inertie, on va dire, quoi. C'est 20 minutes contractuelles. Contractuel, ouais, d'accord. C'est Parce que ça se vend, c'est pour le prix, c'est pour l'inertie du truc, c'est quoi? Après, c'est 20 minutes avant, généralement, c'est le RTE qui l'a demandé. Et sinon, avant, oui, c'est si c'est 1 heure ou 2 heures avant ou 24 heures avant, oui, c'est pour des histoires de prix d'électricité, etc. Mais je suis pas spécialiste là-dedans. Ouais, c'est une partie plus commerciale, on va dire. Voilà. Donc tu disais, ton métier, toi, ça consiste un peu à, en gros, contrôler des choses qui ne servent pas en temps normal, on va dire. Hein, tu parlais de pompes, etc., de choses de secours un petit peu, Ouais. pour être sûr que le jour où, si un jour devait avoir besoin de ça, ça marche bien. C'est quoi la part un peu invisible, toi, de ton métier? On n'a pas invisible, c'est que... On va dire qu'on a le planning établi, mais en même temps, on fait beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire que si on doit faire un essai pour que la pompe elle fonctionne, des fois, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Il faut se préparer, savoir ce qu'on va faire. On a des parties côté salle de commande, des parties côté terrain. L'agent de terrain, des fois, il doit faire des allers-retours pour réaliser ses EP. En fait, tout ça, c'est un peu chronophage. Donc, sur les essais où on peut se dire, il y a juste à appuyer sur un bouton, il y en a pour 5 minutes, c'est terminé. En fait, des fois, il y a 5 minutes d'appuyer sur le bouton, mais 1 heure de préparation, de calage, etc. Ah oui, à ce point-là. D'accord. Ouais. Tu me disais, et c'est un point important, c'est un vrai travail d'équipe, en fait. Ouais, par contre, c'est un vrai travail. On n'est pas d'équipe. seul. Non. On n'est pas seul. C'est pas Homer Simpson avec son espèce de pince, tu vois, le gros cliché du nucléaire. C'est la communication permanente. Ah On oui, est oui, tout oui. le temps entouré. Exactement, ouais. C'est que ça. Est-ce que du coup, toi, tu as déjà fait face à des imprévus, justement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, ouais, certains imprévus. Comme je disais tout à l'heure, un déclenchement de la turbine qui s'est passé parce qu'il y avait une anomalie à un endroit et du coup, faut aller assez vite réagir à ce moment-là. C'est assez stressant. Comment ça se passe, ces moments-là? C'est pas stressant, mais quand tu vois que ça se passe, tu te dis qu'il faut que tu agisses et du coup, il faut il faut se raccrocher à une procédure en fait. Ils sont là pour rassurer, en fait, savoir ce qu'il faut faire à ce Exactement, moment-là. de toute façon, on fait pas les choses sans procédure. On fait tout avec Centrale procédure. nucléaire, ouais, je me doute bien. On fait tout avec des procédures. Et du coup, il se passe quelque chose, il faut se raccrocher à une procédure. Et une fois qu'on est raccroché dedans, normalement, ça se déroule bien. Et on n'est pas tout seul non plus, on est des opérateurs. Il y a des superviseurs aussi qui contrôlent, entre guillemets, ce qu'on fait et qui viennent nous guider. Donc si jamais on se trompe sur quelque chose, on est très vite rattrapé. Ouais, l'erreur est pas possible. Pour rassurer les gens qui écoutent, Non, on peut pas vraiment se planter dans ce type de... Voilà, on a toujours moyen de se faire rattraper si jamais on se trompe. Toi, ça te fait peur ou pas comme environnement de travail? Non, ça me fait pas peur. Depuis le temps que j'y suis, T'as confiance dans le système, quoi. j'ai confiance, oui. Qu'est-ce que toi, tu penses du coup du nucléaire en soi, le fait de travailler dans une centrale? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'assez valorisé, de méconnu, justement? Nucléaire, déjà, il en faut pour produire l'électricité. En France, C'est 70 en France? Ouais. 70%? Je crois que c'est Un peu ouais, plus, c'est peut-être même, c'est une grosse part du mix. de l'électricité française. Donc du coup, tant qu'elle est là, on va la faire produire. Ouais, c'est vrai que c'est l'inconnu de la part du public, un peu le nucléaire. On a beaucoup les mauvaises pubs de Tchernobyl, Fukushima, etc. Après, c'est pas que des accidents, loin de là, au contraire. Ça tourne et ça débite de l'électricité et c'est ça qu'on veut d'une centrale. Est-ce que ça devrait être plus connu? Oui et non, ça dépend de la curiosité de chacun. Tu me disais tout à l'heure en off, ça recrute. Oui, ça recrute, oui. Il y a des besoins dans chaque centrale? Oui, il y a des besoins dans chaque centrale. De toute façon, il y a eu beaucoup de... c'est une industrie qui vit, donc il y a des départs en retraite et il y a des gens qui évoluent. Donc du coup, EDF recherche toujours du monde pour aller dans les centrales. Alors justement, travailler à EDF,
Quand je dis ça, j'en connais qui se mettent déjà à rire. Parce qu'il y en a pour qui c'est une grosse planque, c'est une entreprise géniale. Enfin voilà. C'est comment de travailler à EDF? C'est pas mal, hein. On est bien lotis quand même, hein. On a quelques avantages sur l'électricité, on a quelques avantages en nature et c'est la sécurité de l'emploi aussi, ça c'est sûr, ouais. Ça va être quoi les avantages, par exemple? Par exemple, avoir une maison qui est louée par EDF, on va dire. Ouais, tu loues ta maison Ouais. à EDF à un prix défiant toute concurrence, on va dire, par exemple. Exactement, qui évolue en fonction de mon salaire. D'accord, c'est-à-dire que le prix du loyer augmente si ton salaire augmente, le si prix on- du loyer augmente, quoi. Exactement. D'accord, c'est proratisé, d'accord. Ouais. Tu m'avais dit aussi, tu parlais davantage sur le prix de l'électricité, forcément, Ouais, j'imagine. ouais. Sur 10%, on paye 10% de notre facture d'électricité. Donc quand moi je paye 180, toi tu payes 18. Exactement. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Ça veut pas dire qu'il faut laisser les lumières allumées, loin de là. Oui, tu m'étonnes, bien sûr, bien sûr. Il y a quoi d'autre comme avantage? J'imagine qu'il y a des CE de fou, des Ouais, il y a choses- des CE, ouais. Il y a pas mal. Avant, c'était des lieux qui appartenaient carrément à EDF. Maintenant qu'ils sont revendus, c'est plus des conventions. Ouais. Mais ça existe toujours, ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a toujours des petits avantages avec des matchs où on peut avoir des réductions, des places de concert chez Disney, etc. Oui, On peut parce que avoir c'est sponsor, etc. J'imagine. Voilà. Ouais, d'accord. Et forcément, le nerf de la guerre, le salaire. Comment ça se passe, le salaire? En plus, c'est un peu particulier. Toi, tu es en 3-8. Ouais. Forcément, j'imagine qu'il y a peut-être horaire de nuit. Enfin voilà, c'est peut-être modulé un peu. C'était quoi le salaire quand tu as commencé? Ton salaire actuel, par exemple? C'était moins quand j'ai commencé. Non, J'espère. j'ai plus en tête quand j'ai commencé. En fait, Enfin, après le BTS, hein. Quand tu as commencé, je veux dire, vraiment à bosser en CDI là-bas. on parle beaucoup en GF et en NR, en groupe de fonctions et en niveau de rémunération. Et en fait, on arrive tous, on va dire en bac+2, on arrive tous avec un certain GF et un certain NR et on prend en fonction de l'évolution des GF, ça c'est l'évolution de poste, et des NR, c'est des augmentations, soit dues à l'évolution du poste, soit dues à notre travail bien fait. J'ai plus en tête combien j'étais payé comme agent de terrain. Là, en tant qu'opérateur, c'est pas fixe tous les mois, mais on va dire que je suis à 55 000 à l'année. En net, hein. En net, ouais. En net, donc on va regarder, ça Avec- fait quelque chose comme entre 4 000, un peu plus de 4 000 euros par mois, quoi, net. Ouais, il y a un 13e mois, donc ouais, c'est un peu moins. Il y a un 13e mois et tu lisses aussi, donc c'est un peu moins, un peu, C'est entre ça. 3 500 et 4 000, on va C'est dire, ça. net. Sachant que dedans, il y a des heures sup aussi. Ouais. On est en 3-8, mais dans le cas de notre centrale à Chinon, hein, c'est pas le cas de toutes les centrales, on est forfaitisé, c'est-à-dire que dans notre mois, on a prévu de faire des matins, des après-midi, des nuits. Qu'on soit là ou qu'on soit en vacances, on sera payé pareil. On sera pas payé en heures sup, mais on sera payé pareil, on a un forfait là-dessus. Mais si jamais j'ai le collègue qui part en vacances, il faut le remplacer. Donc du coup, là, je vais venir et ça sera payé en heures supplémentaires. Du coup, il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont faites et qui peuvent se faire. Ouais, après, ça peut sembler un bon salaire. Rapporté au temps passé, aux contraintes, j'imagine, horaires, etc., j'imagine que c'est pas On peut y passer pas du si temps. déconnant, quoi. Ouais, Voilà, voilà. on peut y passer du temps quand même en centrale. Ouais. C'est pas un monde un peu trop vase clos, parfois Je dirais que le service conduite est un monde... un monde dans le monde? Ouais, c'est ça. C'est lui le vase clos, on va dire, parce qu'on est très... on reste sur du temps réel, sur l'exploitation, et on ne voit pas forcément tout ce qui gravite autour de nous, toute la préparation, tout le temps masqué, toutes les choses qui sont faites. Et du coup, des fois, on arrive, on dit « Ah, ce qui a été préparé, là, c'est pas top. Franchement, on pourrait mieux faire. » Et en fait, derrière, ils ont passé beaucoup d'heures à préparer ça, et voilà, on voit pas non plus les heures de travail qui sont derrière, quoi. Oui. Après, c'est un peu le truc classique, en fait, un peu des bureaux contre le terrain, quoi. C'est un peu le truc classique, quoi. C'est ça, ouais. Vous êtes en train de pester contre les mecs du bureau, finalement.
Donc les mecs qu'on voit pas. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Mais l'inverse, c'est aussi le cas, hein. Les gens dans leur bureau ne savent pas forcément toutes les contraintes qu'il peut y avoir sur le terrain. J'imagine dans une centrale, il y a combien de personnes à peu près qui travaillent sur la centrale, sur le site, tu sais à peu près? Alors, je pense qu'il y a 1000 personnes qui doivent travailler, 1000 personnes de chez EDF qui doivent travailler sur Chinon, 1200. Pour 4 réacteurs? Pour 4 réacteurs, ouais. Et Donc, à peu plus près, toutes les entreprises externes qui sont en plus et à l'année sur les centrales, je sais pas combien ça fait, mais ça fait beaucoup. Ça doit être pas mal, quoi. Ouais. Quels sont les clichés, toi, que tu entends un peu quand tu dis que tu travailles dans une centrale nucléaire? C'est quoi les premières choses qui te viennent par les gens? Les clichés, c'est plutôt quand je dis mon métier, on fait waouh, mais tu fais quoi? À quoi ça? C'est quoi ton métier? C'est trop stylé. C'est plutôt des réactions des gens qui sont impressionnés. Ouais. Parce que le même nucléaire, temps, ça impressionne, quoi. Bah, en même temps, ça se comprend. Il y a une notion de danger. Enfin, c'est moi, la première chose en préparant cette émission auquel j'ai pensé, c'est le danger, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu l'as intériorisé, tu t'en rends plus compte, mais je pense que si un jour il devait y avoir un souci, vous êtes en première ligne, quoi. On parlait justement de la gestion, par exemple, des crises type Covid. Comment Ouais. ça s'est passé pour vous, le Covid? Le Covid, du coup, on est passé, normalement, on est 7 équipes à tourner, côté conduite, et on est passé à 5 équipes. En fait, avec 2 équipes qui ont été redispatchées dans les 5 autres, et, pour que les gens soient en réserve chez eux. Et tu à la demande, ils viennent remplacer s'il y a un collègue qui est malade, qui est absent, qui ne peut pas venir, etc., parce qu'il a des symptômes. On a été les premiers à avoir des masques. Au début, c'était Il était déjà obligatoire pour vous, par contre. Oui. Les masques en salle de commande, surtout parce qu'en salle de commande, on est à 2-3 dans un espace qui n'est pas très grand non plus. Ça ressemble à quoi une salle de commande, d'ailleurs? Je vais partir dans tous les sens, hein, mais il y a tellement de choses à savoir. Oh, je vais pas dire un bureau parce que c'est quand même un peu plus grand qu'un bureau, mais ouais, c'est une salle avec plein de pupitres, avec des boutons dessus, des alarmes, des enregistreurs papier, parce qu'on est à l'ancienne. Il y a des synoptiques, hein, donc ça veut dire qu'il y a des dessins, des circuits avec, où on voit les vannes si elles sont ouvertes, fermées, etc. Donc c'est globalement ça, et ça se répartit des deux côtés, les pupitres. Oui, faut se dire que c'est quand même quelque chose qui a été construit il y a 40 ans maintenant, plus de 40 ans. Oui, Quoi. voilà, c'est ça. C'est une technologie des années 70. Hein. Ouais. Et donc tu me disais, excuse-moi, mais le Covid, par exemple, vous étiez vraiment en mode... Il y avait des procédures pour ce type de crise, justement? Être le moins... éviter d'être côte à côte, quoi. Enfin, les règles sanitaires en fait, de l'extérieur, elles étaient appliquées côté central. Les briefings qu'on faisait à la base tous ensemble, là, on les faisait en audio. C'est-à-dire qu'on était sur un bureau, on était 4 répartis aux 4 coins du bureau, et puis dans une autre salle, c'est pareil, ils étaient 4 répartis ou plus pour ne pas être côte à côte, et puis essayer de respecter les consignes à fond, les quoi. consignes, c'est ça. Hein. On mange aussi sur place, et là, du coup, c'est pareil, les temps où on mangeait, on devait pas manger côte à côte, on avait des distances. C'était vraiment respecté. C'était quelque chose qui vous faisait vraiment peur quand c'est arrivé, quoi. Bah ouais, c'était respecté, ouais. On savait pas où ça allait, hein, comme tout le monde, hein, donc on voulait pas. Vous avez pas d'infos privilégiées ou de choses comme ça, quoi. Non, C'est pas... non, on était, non, les infirmières et les infirmiers essayaient d'avoir des infos, mais on n'avait pas plus d'infos que le grand public. Hein. Ça devait être assez impressionnant. Ça devait être un peu la psychose générale aussi, j'imagine, quand ça a dû arriver. Les cas contacts, ouais, aussi. Dès qu'on était cas contact, on venait pas. Donc même ça a perduré après, hein, pendant encore une bonne année, voire plus. Parce que COVID. c'est pas monsieur et madame tout le monde qui travaille dans un bureau, là. Parce que s'il y a une hécatombe dans une équipe, Ouais, dans une centrale, ça peut être compliqué. Hein. plus que compliqué, même, moi, je dirais. Remplacer, ouais, ça peut être très compliqué. D'où le fait qu'on était passé à 5 équipes pendant le Covid, pendant le confinement. Au lieu de 7 équipes. D'accord. On parlait un peu des clichés tout à l'heure. Les gens ne savent pas vraiment, finalement, ce que tu fais. Et je fais plein de choses, c'est pour ça. C'est beaucoup de contrôle, tu disais, de pièces, etc. Beaucoup de surveillance et de contrôle, ouais. Est-ce que toi, tu conseillerais ton métier ? Moi, j'aime beaucoup mon métier, donc s'il y a des gens qui sont curieux et qui ont envie de travailler dans un endroit où c'est assez technique et
et qui c'est enrichissant techniquement, oui, je leur conseille d'aller dans cette voie-là. Alors quand tu dis techniquement, Ça veut tout rien dire. Ouais, voilà, ça se présente comment techniquement? C'est quoi? On utilise des outils, on utilise des choses, on fait beaucoup de calculs. Comment ça se C'est présente? plus du technique, c'est pas forcément du technique manuel, on va dire, mais plus du technique cérébral, on va dire que. Ouais. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, et c'est ça. La centrale, elle marche de telle façon. Donc déjà, il faut apprendre comment elle fonctionne, la centrale, hein, globalement. Ça doit être sans fin. Enfin, j'imagine que. On apprend tous les jours. Ouais. On apprend encore tous les jours. Hein. Mais on en voit une très très grosse partie pendant notre formation. Et après, on en apprend sur le terrain aussi. Quand il y a des fortuits qui nous arrivent ou des capteurs qui nous lâchent, on dit ça m'était jamais arrivé. On apprend à les chercher dans les procédures, etc. Oui, j'imagine que c'est déjà arrivé à quelqu'un il y a peut-être 20 ans et il l'a noté quelque part et toi tu peux le retrouver, quoi. Voilà, c'est ça. Ou s'il l'a pas noté, c'est à nous de faire en sorte. De faire en sorte, quoi. Ou des fois on le voit plus tard. Je te demandais, est-ce que toi du coup tu conseillerais ton métier? J'ai envie de dire oui, si. Faut que ça intéresse les gens en fait. Mais est-ce que, parce que toi t'es arrivé là-dedans, tu connaissais rien au nucléaire, comme tout le monde j'imagine. Mais je connais rien d'autre à côté. Oui, c'est ce que tu me disais. Mais tes connaissances, elles sont indispensables du coup maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tes connaissances sont très rares. Oui, c'est ça, ouais. Donc peut-être que ça te sert pas dans le civil, on va dire, entre guillemets, dans le civil, mais bon, quelque part, c'est indispensable là, et ta présence vaut cher dans l'entreprise. C'est ça, ouais. Dans le nucléaire, être opérateur, ça, c'est une ressource rare, comme on dit. Parce que du coup, tu peux en découler plein de postes derrière. Tu as une vision de l'exploitation qui est assez unique et que quelqu'un n'aura pas s'il reste dans les bureaux. Et du coup, ça t'apportera toujours quelque chose si tu changes de poste, même si tu vas vers de la maintenance ou un poste de chef, ou dans les autres structures, la préparation, hein, comme on disait tout à l'heure, quand tu fais de la prépa, que ce soit pour la conduite ou pour la maintenance, avoir un œil d'exploitant, ça aide toujours. Il y a quoi justement comme autre poste dans une centrale? J'imagine que palanqué sur plus de 1000 personnes, mais... Il y a tout, hein. Il y a de la, du coup, côté maintenance, on va dire, il y a des électriciens, il y a des automaticiens, il y a des mécaniciens, il y a des chaudronniers, il y a tout ce panel de maintenance qui sont là. Tu as beaucoup de, on va dire, le service radioprotection qui justement est là pour surveiller et pour mettre en place des sécurités pour les zones contrôlées. Les zones contrôlées, les zones radioactives, tu veux dire? Les zones radioactives. Et puis les endroits qui peuvent être dangereux de par le fait de tout ce qui est à côté, quoi. Il y a aussi beaucoup de métiers tertiaires, il y a du secrétariat, il y a du RH, etc. La base, quoi, d'une entreprise, de toute façon, après, voilà. Voilà, un peu de tout. Il y a pas de quoi on s'ennuie pas, quoi. Non, on s'ennuie pas, non, on peut tout trouver dans une centrale. Quelle qualité il faut pour faire ton métier d'opérateur? Je pense qu'il faut être curieux. Il faut être curieux et il faut aller creuser les choses. Il ne faut pas rester sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Il faut toujours avancer et toujours essayer de comprendre. J'imagine qu'il y a beaucoup d'anciens aussi qui sont peut-être là pour transmettre. Oui, il y a beaucoup de transmissions, hein, mais même pas que les anciens. Moi aussi, je fais beaucoup de transmissions parce qu'il y a beaucoup de renouvellement de postes. Et du coup, ça marche beaucoup par le compagnonnage, en plus des formations. D'accord. Ah oui, vraiment, il y a un vrai suivi interne. Ah oui. Ouais, opérateur, c'est comme passer son permis. Hein. On a passé toutes ces formations, on a le permis, mais c'est pas pour ça qu'on sait conduire partout. Il faut qu'on prenne un peu d'expérience. C'est un peu pareil en centrale. On a fait toute notre formation, mais il faut quand même du compagnonnage à côté pour que la personne elle puisse évoluer et pas rester toute seule dans son coin, quoi. Pour toi, comment tu vois l'avenir de ton métier? Eh ben, l'avenir, moi personnellement, j'ai des idées d'avenir. On n'a pas trop parlé, mais on a parlé de la centrale quand elle fonctionne, on va dire, mais on n'a pas parlé de quand elle fonctionne pas, parce qu'on arrête les centrales une fois par an pour changer tout le combustible. Et du coup, dans ces moments-là, c'est là où il y a le plus de travail. On dirait pas comme ça, mais il y en a vraiment. C'est là où il y a vraiment plus de travail, parce qu'il y a beaucoup de maintenance. Et qu'on part d'un réacteur où on était chaud et en pression, et il faut le mettre à pression atmosphérique et froid pour qu'on puisse enlever le combustible. Et ça, c'est
C'est une phase que j'aime beaucoup parce qu'elle est très dynamique et il y a des choses qu'on voit très rarement et qui sont super intéressantes. Et tous les jours, on voit des choses différentes et même tous les ans, on voit des choses différentes. Et moi, j'aimerais bien m'orienter dans ce domaine-là, quoi. D'accord. Oui, ce que tu me disais, parce que la centrale, bon, ça coûte ultra cher, faut qu'elle soit rentabilisée, faut qu'elle marche un maximum de temps. Exactement. Mais tu es obligé d'enlever de temps en temps, de la déconnecter, entre guillemets. Et c'est là où c'est ultra speed et il faut essayer de rentabiliser un max de temps, de faire le maximum d'opérations que tu peux pas faire en temps normal, quoi. Exactement, là, c'est un très gros enjeu, les arrêts, où il faut connaître, il faut préparer correctement l'arrêt avant, il faut le connaître, il faut y aller, quoi. Faut taper dedans, Il quoi. faut taper dedans, ouais. Est-ce que tu as des anecdotes, peut-être, qui te seraient arrivées, à toi ou des collègues, hein, peu importe, mais Ouais, peut-être des choses que tu n'as pas le droit de dire, hein, d'ailleurs, hein, pour Non, pas faire mais- peur aux gens, mais... J'ai une anecdote assez particulière. L'année dernière, je suis parti en voyage en Argentine. Mhm. Et bon, avec un copain, on se fait arrêter sur la route, rien de grave, mais le copain va payer l'amende, et puis moi je reste dans la voiture, et puis je parle pas espagnol. Et il y avait un des policiers qui parlait pas anglais non plus. Donc il discute, il demande si je travaille, je dis oui, il me demande dans quoi, je dis nucléaire. Et il me regarde avec des grands yeux, et là je fais comme Homer Simpson, et là il explose de rire, il fait j'ai compris. Donc, Et non. Mais pas du tout une anecdote de travail, finalement, Non. de trucs de fou qui te seraient arrivés non, dans mais la centrale. plus d'une anecdote je travaille dans une centrale nucléaire, et Homer Simpson c'est passé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une des rares images qu'on a, c'est la Ouais. grosse combi, et puis voilà, quoi. Exactement. Je vois l'heure qui tourne, on va devoir rendre le studio. Ça a dû être très rapide aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une partie 2. N'hésitez pas plaisir. à poser vos questions. J'imagine qu'il y en a tout un tas. Il y en a plein que j'ai pas posé parce que ça pourrait être sans fin. Dernière question un peu signature. Quel métier, toi, tu aimerais connaître ? Moi, j'aimerais bien connaître les métiers artistiques, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans la musique ou même quelqu'un qui va travailler dans le cinéma mais qui va faire un métier derrière la caméra. Oui, les métiers justement de la technique, Ouais, c'est peut-être, ça, ouais. artistique, mais dans le côté technique des choses, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être... ouais, il y a moyen. Bah, si vous travaillez comme caméraman, cadreur, des choses comme ça, peut-être ce type de métier, justement. C'est ça qui te... Ouais. Bah, Pourquoi écoutez, pas. si vous faites ce type de métier, n'hésitez pas à me contacter, faites tourner l'émission et donnez vos contacts. Julien, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui ont permis à cette émission d'exister. N'hésitez pas à vous abonner et partager l'émission si elle vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, si vous pensez que votre métier est méconnu et qu'il gagnerait à l'être, ou alors que votre quotidien n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait de votre métier, contactez-moi sur mes réseaux.